quand vous passez la nuit dans un trou de combat par -5, si votre camarade il vous fait pas chauffer la ration, si il vous tend pas son quart de café, si il vous tend pas sa cigarette, rapidement vous allez vous retrouver isolé. Donc on met les légionnaires dans les conditions de développer entre eux cette cohésion, et c'est cette cohésion qui va faire qu'ils vont ensemble surmonter la rigueur, l'exigence de la formation initiale. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous au 4e régiment étranger de Castelnaudary pour parler de la formation des légionnaires de l'armée française. Avec le chef du bureau Instruction et Emploi, nous allons longuement parler du véritable parcours du combattant qui attend les engagés volontaires dans la Légion étrangère. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube. Et n'oubliez pas de vous rendre sur notre site internet défense-zone.com pour encore plus de contenu sur l'univers de la défense. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Castelnaudary avec le lieutenant-colonel Thomas. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors donc je suis en poste depuis 1 an au BIE du 4e régiment étranger. Auparavant, j'ai servi au 2e REI comme chef de section et commandant d'unité, au 3e REI comme officier adjoint. Et puis j'ai fait un passage, on va dire, en administration centrale, en état-major, au cabinet de la ministre où j'ai préparé le concours de l'école de guerre, à l'EMAT au bureau finance pendant 1 an. Et puis ensuite, j'ai suivi ma scolarité à l'école de guerre terre, puis l'école de guerre avant de rejoindre le 4e REI. Voilà. Je suis marié, père de 8 enfants. 8 enfants ? Oui, tout à fait. D'accord. BUE, donc c'est le bureau instruction entraînement. Emploi. Oui. D'accord. En quoi ça consiste ? Alors, dans les régiments des forces, l'équivalent, ce sont les bureaux opération instruction. Ici, au 4e RE, le régiment n'ayant pas vocation à projeter des entités en tant que telles, des sections ou des compagnies, c'est pas un régiment qui est projetable en soi. Donc la partie opération est remplacée par la partie emploi. Emploi, c'est tout ce qui concerne les multiples activités qui ne sont pas spécifiquement du domaine de l'instruction, mais qui représentent une part importante des activités du régiment. Ce sont les exercices régimentaires, les partenariats, enfin voilà, les visites. On a énormément de visites ici au régiment, les travaux d'études qu'on peut mener à long terme. Voilà, tout ça, ça révèle de la partie emploi. Et donc, le bureau instruction-emploi que je commande, le volet principal essentiel, c'est la partie instruction, puisque le 4e régiment étranger est le régiment d'instruction de toute la Légion étrangère. Voilà. Et donc à ce titre, on traite aussi bien de formation initiale, de formation élémentaire, de formation de spécialistes. Donc en fait, ça représente énormément d'activités, de stages dispensés chaque année au sein du régiment, là où, dans le régime général, vous avez des écoles de formation initiale, des écoles Saint-Mexan, l'école de l'infanterie, l'école du génie, puis vous avez les pilotes de domaine. Nous, ici, on a délégation de tous ces centres pour former l'essentiel, quasiment l'essentiel des spécialités dont la Légion a besoin pour fonctionner, pour partir en opération essentiellement, puisque ça reste le cœur du métier. Donc ici, c'est vraiment le passage obligatoire pour n'importe quel légionnaire depuis ses premiers jours dans la Légion jusqu'à toute son évolution dans sa carrière. Exactement. En fait, le légionnaire, une fois qu'il a été sélectionné, qu'il est passé en commission à Aubagne, où le médecin l'a vu et a vu qu'il avait 2 bras, 2 jambes et qu'il voyait, que d'un point de vue psychologique, on s'est assuré que le gars était stable, qu'on a fait une petite enquête de sécurité pour s'assurer qu'il n'avait pas de crime de sang ou de crime sexuel sur la conscience. Voilà, une fois qu'on l'a jugé apte à servir à la Légion étrangère, le légionnaire arrive au 4e RE et va y subir la formation générale initiale, la FGI, qui est d'une durée de 16 semaines ici au 4e RE. Donc, son premier contact avec un régiment Légion, c'est le 4e RE. Et ensuite, tout au long de sa carrière, à chaque fois que le légionnaire va vouloir progresser, soit en grade, soit en technicité, il va revenir ici pour y subir un stage. Voilà. Donc, sur une carrière de 15 ans,
le légionnaire va être amené à revenir ici 7, 8 fois. Hein. Alors, pour des périodes plus ou moins longues. La période la plus longue, ça peut être 4 mois, la formation initiale. Il peut revenir pour un stage de pilote de véhicules légers, poids lourds. Ce sont des stages plus courts. Le mot subir est intéressant. Ouais, quand je dis subir, c'est pas subir dans le sens où il va ramasser, ouais. Mais ce qu'on attend du légionnaire qui vient recevoir une instruction ici, c'est la disposition d'esprit qui est voilà, je viens ici, je vais avoir des spécialistes. Mais qui ne sont pas que des spécialistes, les cadres qui dispensent l'instruction, c'est des gens qui viennent des régiments des forces et qui ont vocation à y retourner. Donc ce qu'on attend d'eux, c'est, voilà, je sais rien ou je sais pas grand-chose, ici je vais recevoir la bonne parole, je vais la mettre en pratique et en fait, après de retour en régiment, j'aurai acquis les connaissances nécessaires à pouvoir faire mon emploi. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence majeure par rapport à ce qui se fait dans les CEFIM, par exemple les centres de formation initiaux pour les militaires du rang? Alors les CEFIM font que la formation générale initiale. Nous, la formation générale initiale, en fait, c'est qu'une petite partie de l'instruction qu'on dispense au régiment. La deuxième différence, c'est que la FGI, nous, elle est beaucoup plus longue que dans le CEFIM. En CEFIM, il y a eu des expérimentations récentes à 10 semaines, pardon. Là, ils doivent être à 11 semaines. Nous, ici, c'est 16 semaines. L'emploi du temps est différent. En CEFIM, ils ont une semaine de perm, et puis ils ont des allers-retours en régiment. Nous, ils font 16 semaines ici. Le premier mois, la formation générale initiale, le légionnaire qui arrive au 4e RE, on l'extrait de tout l'environnement du régiment extérieur. Il n'a plus de téléphone, il n'a plus de contact avec... On le met en ferme, dans une ferme, on a différentes fermes autour du régiment. On l'isole avec ses camarades avec lesquels il s'est engagé. Un encadrement, un chef de section, des chefs de groupe, des caporaux. Et pendant un mois, il va apprendre les rudiments de la vie en collectivité, de la vie militaire. Voilà. Ça, c'est la première mission, enfin c'est une des missions. C'est la plus visible, c'est celle du jeune engagé volontaire, le képi blanc, etc. Mais en fait, il y a plein d'autres missions qui sont réalisées ici. On forme des caporaux, on forme des sergents. Tous les sergents de la Légion étrangère sont formés ici. On forme les chefs de groupe de combat d'infanterie, c'est-à-dire qu'en opération, quand vous voyez un sergent sur un Griffon, un VBCI, il est formé ici sur VBCI, sur Griffon. On forme les BESTAT, BM2 avec le nouveau cursus, les BM3 dans 2 ans. Et puis on forme tous les spécialistes dont a besoin les légions étrangères, des auxiliaires sanitaires, des cuisiniers, des transmetteurs, des secrétaires, des moniteurs de sport, enfin voilà. Là où, dans le régime général, ce sont plusieurs écoles qui dispensent ces instructions. Nous, on fait tout ici. Voilà. D'accord. Pour venir sur la formation initiale du jeune légionnaire, le futur képi blanc, comment ça se passe? Combien ils sont concrètement dans cette ferme justement pendant ce mois de formation? Alors ça dépend de tout un tas de choses. Avant la crise de la Covid, on avait des sections à 50 jusqu'à 60 légionnaires qui arrivaient d'Aubagne et qu'on envoyait avec un encadrement suivre l'instruction de 4 mois. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, la fermeture des frontières européennes, on est plutôt autour des sections à 25-30 légionnaires. Donc ouais, ça c'est la spécificité du moment, mais avec la réouverture des frontières, ça pourrait remonter sensiblement. Et donc là, pendant 4 mois, donc le légionnaire arrive au régiment. Il a été récupéré à Aubagne par l'encadrement qui va être celui qui va être à ses côtés pendant 4 mois. Et là, l'objectif, c'est de lui apprendre les règles de la vie en collectivité, les règles de l'hygiène, et puis d'en faire un soldat. D'en faire un soldat qui, une fois qu'il aura quitté l'instruction ici, saura parfaitement utiliser son arme, aura une condition physique assez bonne pour pouvoir être quasiment dans la foulée projeté en opération, au moins sur l'opération Sentinelle, comprendra assez de mots de français pour pouvoir interagir avec son chef d'équipe, son chef de groupe, voilà, et aura appris les règles de vie légion, en tout cas assez pour pouvoir s'épanouir une fois qu'il sera arrivé en régiment. Voilà, ça c'est le défi qu'on a. Donc on a
on va dire des objectifs en termes de formation. En français, par exemple, il faut que le légionnaire, à l'issue des 4 mois, il ait acquis 500 mots de français, 250 mots de vocabulaire, on va dire usuel, et puis 250 mots de vocabulaire militaire. Voilà. Ça, l'apprentissage du français, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a ici un certain nombre de légionnaires qui ne parlent pas un mot de français. Quand vous prenez un japonais, un népalais, voilà, c'est compliqué. Hein. Enfin, y a un vrai choc culturel, vrai choc linguistique. On le prend, la première des règles, c'est ici, à la Légion, on ne parle que le français. Voilà. Donc le fait de les obliger à parler français fait que très rapidement, ils vont en acquérir les bases. Ils sont binômés avec des francophones. Ça, c'est un principe qui existe depuis longtemps à la Légion. L'idée, c'est que en permanence, il ait la possibilité d'avoir à côté de lui un Français qui soit en mesure de lui expliquer de façon basique ce qui est en train de se passer si jamais l'intéressé ne comprenait pas du tout. Et puis, le troisième pilier, c'est les cours de français. C'est-à-dire que chaque jour, le chef de section, en ferme ou au quartier, dispense à ses légionnaires des cours de français. C'est le chef de section qui fait ça? Oui. Ah ouais. Et donc, forcément, au bout d'un moment, le légionnaire, il commence à rêver en français. Et à partir du moment où il commence à rêver en français, on va dire que le tour est joué, mais il reste encore un certain nombre d'efforts à consentir. Mais voilà, l'enseignement du français, il repose sur ces trois règles essentielles. Voilà. Et puis ensuite, il va apprendre à utiliser son arme. Donc il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de tirs. Au début avec le FAMAS, ensuite avec le HK416. Il va apprendre les rudiments de la tactique, du niveau élémentaire et puis en équipe, et puis beaucoup de sport. On a des légionnaires qui arrivent, qui sont ceux de leur génération, et ils n'ont pas forcément fait beaucoup de sport. Du moins, quand ils avaient des baskets aux pieds, c'était pas forcément pour faire du sport. Et donc là, on y va de façon très progressive parce que le niveau est très hétérogène. Mais l'idée, c'est par la marche, par la répétition de footing, par des parcours d'obstacles, des parcours naturels, le crossfit, le cross-up qu'on utilise pas mal parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était vraiment un moyen de faire progresser chacun à son niveau les légionnaires. Et on les amène à ce qu'on estime être le niveau seuil pour leur permettre au bout de 4 mois de rejoindre les régiments des forces. Une fois qu'ils rejoignent le régiment des forces, ils doivent faire une FTS aussi, une formation technique spécialisée? Tout à fait. Voilà. Après, arrivé en régiment, il y a deux mois de FTS en général, c'est 8 à 12 semaines, ça dépend des régiments, mais c'est plutôt 8 semaines. Donc voilà, pour nos légionnaires qui quittent pour rejoindre le 2e RI par exemple, arrivés au 2e RI, ils vont suivre une FTS. Au REP, ça sera également mixte, mélangé avec la promo, puisque en fonction de la disponibilité des avions, il faut les faire sauter aussi en priorité pour les breveter. Voilà. La spécificité du O4, c'est qu'on forme également les FTS, les légionnaires qui partent au 3e ROI. Donc on leur fait faire les 4 mois de formation générale initiale, et ceux qui sont identifiés pour rejoindre le 3e ROI, le 3e ROI n'ayant pas forcément la ressource, et puis l'environnement OPS est tel que ici on leur dispense leur FTS avant de les envoyer en Guyane. Comme ça ils arrivent, ils sont complets. Quand ils arrivent au 3e ROI, ils peuvent dans la foulée de leur arrivée à la descente de l'avion quasiment partir dans la selva pour aller courir après les orpailleurs. Vous avez mentionné les cours de français. Est-ce qu'il y a des cours aussi de citoyenneté, dans le sens où vous dites c'est des gens qui peuvent débarquer des 4 coins du monde, qui ne connaissent pas les us et coutumes de la France. Est-ce que vous les formez à ça aussi, à comment se comporter dans la société française une fois qu'ils auront leur nationalité au bout de 5 ans de Légion? Alors, ils n'ont pas tous la nationalité française au bout de 5 ans. À partir de 5 ans, en gros, ils peuvent y prétendre, mais ce n'est pas forcément le cas pour tous. Il y en a qui ne le demandent pas forcément. Donc ça peut prendre plus de temps. Oui, il y a des cours de citoyenneté. Il y a des cours où on leur apprend
les rudiments pour comprendre comment fonctionne la France, la République, le droit de vote, des choses, on va dire, élémentaires, mais de la même façon qu'en fait c'est fait aux Français qui s'engagent dans le régime général. Hein. C'est sensiblement les mêmes cours qu'on dispense. Néanmoins, ce qu'on ajoute pour les légionnaires, c'est des cours sur la culture, les différences culturelles qui peuvent exister entre leur pays et puis ce qu'ils vont découvrir ici en France. Et puis, nous, si vous voulez, les cours théoriques, un légionnaire qui a du mal à comprendre le français, ça ne lui dit pas grand-chose. Donc à chaque fois, on essaye de le mettre en pratique. Comment on le met en pratique ? Il y a, pendant les 4 mois de formation générale initiale, 2 à 3 quartiers libres, encadrés. C'est-à-dire que le légionnaire, il part avec son groupe et puis son chef de groupe, le chef de section éventuellement, le SOA. Ils partent en ville et puis ils apprennent à retirer de l'argent. Ils apprennent à commander une bière au bar, acheter un paquet de cigarettes, commander une pizza, interagir avec les gens. Donc c'est les règles de politesse, les règles de salut, ces choses-là. Parce que assez rapidement, quand ils vont arriver en régiment, ils vont devoir se débrouiller un peu plus par eux-mêmes. Voilà. Donc il y a des cours théoriques, on passe assez rapidement dessus et ensuite on va mettre en pratique à travers ces quartiers libres pour montrer aux légionnaires et puis le faire expérimenter, on va dire ces techniques, ces règles. Il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas la nationalité au bout de 5 ans. Alors, je ne saurais pas vous dire, mais tous ne demandent pas forcément à obtenir la nationalité française. En fait, il y a autant de cas qu'il y a de légionnaires. Il y a autant de motivation à rejoindre la Légion qu'il y a de légionnaires. Il y a autant de motivation à accepter, à chercher ou à ne pas chercher à obtenir la nationalité française qu'il y a de légionnaires. C'est vraiment, c'est très personnel. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres, je ne sais pas vraiment, mais tous ne le demandent pas systématiquement. Et puis, il faut pouvoir aussi justifier d'état de service qui soit élogieux. Hein. Un bananier, c'est un mec qui fait plein de conneries. Forcément, a priori, il mettra un peu plus de temps à être jugé par ses chefs comme étant irréprochable et à même de pouvoir prétendre à la nationalité française. Voilà. Mais maintenant, il y a un décret qui autorise de facto aux légionnaires qui ont été blessés en opération, qui ont versé leur sang, ce qu'on appelle le décret par le sang versé, à obtenir la nationalité française. Voilà. Récemment, le président de la République est venu rendre visite au 4e RE. Il a remis 5 décrets de naturalisation. L'un d'entre eux était par le sang versé. Voilà. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de la Légion étrangère, il y a beaucoup d'images que se font les gens qui ne connaissent pas cet univers. Et on pense parfois que les gens fuient leur pays parce qu'ils ont commis quelque chose, un crime ou ce genre de choses, et où ils sont là pour avoir la nationalité française. C'est quelque chose en plus de très polémique dans l'actualité, la nationalité française. Du coup, c'est quoi la motivation d'un légionnaire ici quand il arrive ? C'est quoi que vous percevez, vous, même s'il y a effectivement autant de cas que de légionnaires ? Est-ce quelque chose qui se démarque ? S'il y a peut-être un trait commun, c'est la Légion leur offre des opportunités qu'ailleurs on ne leur offre plus. Celui qui aura des bêtises à se reprocher va certainement avoir du mal à se faire recruter par une entreprise ou voire même par l'armée parce que on verra dans son dossier qu'à tel moment il a fait telle ou telle chose qu'on estime répréhensible et qui justifie qu'on ne le prenne pas dans le régime général ou dans une entreprise. La Légion accepte de passer là-dessus à la condition que le légionnaire qui rejoigne accepte les règles qui sont celles de la Légion. Donc quand on dit la Légion, c'est un moyen facile d'obtenir la nationalité française, j'ai envie de dire, quand il faut voir les sacrifices que consentent les civils qui rejoignent la Légion étrangère. Hein. Ils laissent de côté leur identité, même si c'est très, très court, il n'y a pas de contact au début avec leur famille, leur permis de conduire, leurs papiers, leur compte en banque, toutes ces choses-là, ils les abandonnent. Hein.
ils les abandonnent, c'est librement consenti, hein, c'est eux qui font cette démarche. Et quand ils arrivent ici, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent la promiscuité. Ils se retrouvent avec des gens qui ne comprennent rien à ce qu'eux-mêmes disent, avec des cultures, de religions, de races complètement différentes. Ils ont des règles assez lourdes, qui leur sont imposées. Et ça pendant quelques années, pendant un premier contrat de 5 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des moyens plus simples d'acquérir la nationalité française. Non. Donc, c'est pas acquérir la nationalité française qui les motive. C'est se dire, voilà, je veux repartir de zéro, je me connais, j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de règles, j'ai besoin d'avoir autour de moi et au-dessus de moi des gens qui me maintiennent dans le droit chemin, parce que familialement, scolairement, dans la société dans laquelle j'évoluais, eh bien, ces règles soit n'existaient pas, soit je les respectais pas. Mais je sais que pour pouvoir évoluer et pour pouvoir devenir quelqu'un de bien, ou pour pouvoir me regarder dans la glace le matin en me rasant, en n'ayant pas envie de vomir, entre guillemets, eh ben, il faut que je fasse cette démarche de repartir de zéro et d'accepter des règles qui sont lourdes, mais qui vont faire de moi quelqu'un de respectable. Voilà. Et je pense que c'est ça essentiellement qu'ils viennent chercher. Alors vous savez des profils extrêmement différents. Enfin, je vous l'ai dit au début. Hein. Hier, j'ai présidé une remise de képi blanc dans la région de Bordeaux. Je discutais avec un légionnaire. Je lui dis, toi, tu viens d'où? C'était un Français. Et je lui dis, toi, qu'est-ce que tu faisais avant? Je bossais chez Dassault. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu foutais chez Dassault? Je travaillais sur les programmes de drones, etc. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous à la Légion? Il dit, voilà, j'ai rejoint la Légion parce que je suis parti 6 mois au Liban, et puis quand je suis revenu, j'ai voulu m'engager dans l'armée, mais bon, mon passage au Liban, ça les faisait hésiter. J'ai essayé de trouver du boulot dans le civil, et puis je me rendais bien compte que c'était pas fait pour moi, et le seul endroit où on a bien voulu de moi, c'était la Légion. Et donc je suis venu et je regrette pas. Des exemples comme ça, il y en a... Il y avait 30 légionnaires, il y en a 30, voilà, tout simplement. Donc voilà, il ne faut pas vouloir faire de généralité, mais je pense que ce qu'ils viennent chercher, c'est l'aventure, oui, une déception amoureuse. Il y a plein de choses qui ont pu déclencher le fait qu'ils aient rejoint la Légion, mais ils rejoignent la Légion parce qu'ils savent que là, on ne va pas les juger pour ce qu'ils étaient, on va les prendre tels qu'ils sont, et on va leur donner une nouvelle chance de pouvoir être respectés en tant qu'hommes, avec leurs qualités, leurs défauts, mais parce qu'ils auront fait le pas, ils auront eu le courage de franchir les portes de la Légion. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est bien compris pour tout le monde, tous les sacrifices, tous les sacrifices que ça te demande de rentrer et de rester, parce quand on parle du CFIM par exemple, on parle beaucoup aussi c'est un peu plus polémique, mais des gens qui abandonnent, des cadres qui savent plus trop comment faire pour trouver le juste milieu entre être parfois dur pour aller dans le sens de l'instruction et pas trop pour pas que les gens partent, pour fidéliser les gens. Est-ce que c'est une problématique que vous avez aussi ici, ou est-ce que les gens, quand ils arrivent, ils ont compris les règles du jeu qu'on leur a données au bagne et puis ils vont jusqu'au bout à 100%? Les règles, elles sont connues. Et puis en fait, nous, les légionnaires, ils rejoignent librement. Hein. Nous, on n'est pas allés les chercher. C'est eux qui sont venus. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a une démarche de leur part qui ont fait qu'ils ont choisi de rejoindre la Légion. Alors après, est-ce qu'ils l'idéalisaient? Oui, certainement. Il y en a qui arrivent ici, qui s'attendaient dans le mois après leur arrivée à être projetés en opération et à faire le coup de feu en BSS ou ailleurs. Bon, ces gens-là, on leur dit, ok, avant d'aller faire le coup de feu en BSS, tu vas commencer par passer le balai, par repasser ta tenue, par apprendre à faire parfaitement des choses extrêmement basiques, extrêmement simples. Et puis, quand tu sauras faire parfaitement ces choses simples, eh bien, on t'en confiera un petit peu des un peu plus compliqués, et puis de plus en plus compliqués. Puis ensuite, ensuite quand tu sauras manier ton arme, quand tu sauras, etc., tu pourras partir en opération. On a des gars qui arrivent, après avoir été ventilés au bagne, qui arrivent ici au régiment.
qui en descendant du bus disent en fait c'est pas fait pour moi. On dit non mais attends, on t'a pas encore donné un seul ordre, rien du tout. Non mais en fait je me rends compte que voilà. Bon, ces gars-là, qu'est-ce que vous voulez ? On va pas les forcer on va pas les forcer malgré eux à en faire des légionnaires. Donc on a dit écoute, t'es venu librement, tu pars librement. Et moi c'est le discours que je m'adresse à eux à chaque fois qu'ils arrivent, c'est le discours que je leur tiens. Vous êtes venus librement ici, vous repartirez quand vous le souhaitez, mais souvenez-vous pourquoi les motivations qui vous ont fait rejoindre la Légion. Vous aviez la volonté de, je sais pas moi, d'aller au-delà de vos limites physiques, vos limites morales, vos limites intellectuelles, et toutes ces choses-là, toutes ces raisons qui vous ont poussé, ayez au moins le courage d'aller au bout de la formation initiale et ensuite au bout de votre premier contrat, pour vous dire, voilà, l'objectif que je me suis fixé en rejoignant la Légion, eh bien, je peux me regarder dans la glace parce que je les ai atteints à l'issue de ma formation initiale, à l'issue de mon premier contrat. Malgré tout, on a des gars qui se rendent compte assez rapidement qu'ils ne sont pas faits pour ça. Et ces gens-là, on leur dit, ok, retourne à la vie civile. Tu es libre de retourner à la vie civile. Il y en a aussi à qui on dit, bon écoute, toi, t'es pas fait pour la Légion, ou la Légion n'est pas fait pour toi. Putain, c'est nous qui te renvoyons à la vie civile. Voilà. Mais il y a des coups de cafard, il y a des coups de blues. Je vous ai dit, pendant un mois, ils sont en ferme, il n'y a aucun contact avec l'extérieur, pas de téléphone, pas de télévision. La première fois qu'ils ont à nouveau contact avec leur famille, forcément, le coup de fil à la maman, le coup de fil à la copine fait que, voilà, forcément, les belles motivations, elles ont tendance à vaciller. Mais l'encadrement, on a des cadres extrêmement expérimentés, donc ils le savent. Et quand ils voient, en allant boire un coup avec le légionnaire, en allant discuter le soir avec lui, et ils sentent que il y a un coup de moins bien, et ils trouvent les mots pour le remotiver. Voilà. Donc on a au final assez peu d'abandon en route. Voilà. On a un peu de casse physique, mais ces mecs-là, on essaye quand même de les rattraper en leur faisant poursuivre l'instruction ici. Mais on a assez peu d'attrition du fait de l'intéressé. Voilà. Ouais. À la différence d'un régiment qui organiserait des classes dans l'armée régulière, on va dire, là vous avez des cadres qui vont faire les classes de tout le monde en fait, et donc ces cadres-là ne vont pas être amenés à être projetés en opération avec les gens qui forment. Non, coup, tout à fait. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à pas la qualité de l'enseignement, mais à l'enseignement en lui-même, sachant que dans un régiment classique, en gros, les gens vont tester les recrues parce qu'ils savent qu'ils vont devoir compter sur eux au combat ou au feu. Est-ce que ça change quelque chose, le fait que ça soit des cadres qui font ça tout le temps ? Est-ce qu'ils sont plus rodés ? Est-ce qu'ils ont le temps d'aller plus dans le détail aussi en termes de pédagogie peut-être ? Les cadres qui forment ici les jeunes légionnaires, c'est des gens qui viennent des régiments des forces et qui ont vocation à y retourner. Ils sont désignés à un moment ou à un autre pour aller servir au 4e RE. Ah d'accord, donc ils viennent pour une période de juste le temps des classes ? Non, ils viennent pour une affectation de 2, 3, parfois un peu plus longtemps, 4 ans. Et pendant, je ne sais pas, imaginons un sous-officier qu'on désigne pour aller servir au 4e RE pendant 3 ans. Il va faire 1 an et demi, 2 ans. Il va former des jeunes engagés volontaires, les légionnaires qui arrivent pour suivre la formation générale initiale. Ensuite, il va changer de mission, il va aller former des caporaux ou des sous-officiers, puis à l'issue de sa 3e année, son temps de présence au 4e RE, il va retourner dans un régiment des forces. Il en vient, il a vocation à y retourner, donc il sait exactement de quoi on a besoin dans les régiments, de quel niveau physique, de quelle rusticité, de quelle rigueur morale les légionnaires, quel est le niveau qu'ils doivent avoir atteint à l'issue de leur formation initiale pour pouvoir être employables d'emblée dans les régiments des forces. Et puis c'est des légionnaires qui ont vocation à retrouver sous leurs ordres une fois qu'eux-mêmes seront retournés dans les régiments des forces. Donc en fait, ça pour le coup, ça, je pense comme ce qui se fait en ces films, ça n'a pas vraiment de différence. Là où ça a peut-être une petite différence, c'est que nos cadres ont subi eux-mêmes ce choc culturel, ce choc linguistique, ce sociétal auquel est confronté le jeune légionnaire quand il arrive ici. Donc il se souvient comment il a été. Et donc il trouve les mots pour expliquer aux légionnaires que les doutes qu'il peut avoir,
ils vont passer. Il a été confronté à cette barrière de la langue, etc. etc. Le cadre, il est également extrêmement disponible. Ils passent un mois en ferme, ils font 4 mois en formation générale initiale, ils sont en permanence avec eux. Il y a des caporaux qui dorment, qui passent 24 heures sur 24 leur temps avec les légionnaires. Donc ils les observent, ils les voient, ils les conseillent, ils les corrigent. Voilà, donc il y a très tôt une relation de confiance très forte qui s'installe entre l'encadrement et les jeunes engagés volontaires. Donc j'aurais tendance à dire que on n'est pas, comment dire, il n'y a pas une rigueur excessive. Au premier groupement, la première formation, les premiers 4 mois, forcément le cadre qui en a jamais fait, eh bien, il aura peut-être tendance à être un peu trop dur, ou un peu trop souple, ou un peu trop à vouloir faire sa sauce, etc. Bon, très rapidement, il va se rendre compte que pour pouvoir dispenser une bonne instruction, il faut ni plus ni moins que respecter la directive d'instruction qui a été rédigée, qui a fait ses preuves, suivre le programme extrêmement progressif qui est décrit, passer du temps avec le légionnaire, l'écouter, le conseiller. Pas le materner, non, mais être à son écoute, passer du temps avec lui pour instaurer ce lien de confiance. Et ensuite, le légionnaire, à partir du moment où il a confiance en son caporal, en son sergent, en son chef de section, il sera prêt à le suivre n'importe où. Voilà. Et donc, ce climat de confiance, il est extrêmement important et il se met en œuvre parce que le légionnaire, assez rapidement, il va découvrir chez le cadre ce à quoi il aspire, et puis il se rend bien compte que le cadre, lui aussi, a également connu ce qu'il est en train de vivre, donc ça se fait honnêtement assez rapidement. Voilà. Et les petites erreurs de jeunesse du cadre qui idéalisent la façon dont il faudrait dispenser l'instruction, on y fait attention parce que c'est un jeune, et très rapidement, ça rentre dans l'ordre. Voilà. Donc, non, il y a... Et puis, on essaie de former ces cadres. On a ici un module pédago. Alors, la pédagogie, c'est la force des armées françaises, ça a un peu tendance à se perdre, mais à la Légion, parce qu'il y a la barrière de la langue, la barrière culturelle, enfin tout ce que j'ai évoqué, la façon dont l'instruction est dispensée et la pédagogie qui est utilisée, elle est vraiment très importante. Donc tous les jeunes cadres, tous les cadres, même enfin, les jeunes et les moins jeunes, qui sont affectés au 4e RE, on leur dispense ce module pédagogie. Voilà. Comment se comporter vis-à-vis des légionnaires, comment lui dispenser le cours de français, le cours de tactique, l'accompagner au tir, etc. Ça ne dure pas très longtemps, c'est 1 semaine, 10 jours, mais c'est pour donner quelques clés de comportement au cadre qui va être amené à dispenser l'instruction initiale ou l'instruction au cadre ici au régiment. Voilà. L'aspect pédagogie, c'est vachement intéressant. Comment vous vous formez en dehors de ces 10 jours? Est-ce qu'il y a une formation continue? Est-ce que même vous, à titre personnel, est-ce que vous allez vous renseigner dans des événements liés à ça? Ou comment vous faites pour progresser en pédagogie? Comment vous faites pour faire progresser vos hommes en pédagogie? Alors, donc il y a ces modules pédagogie qu'on dispense chaque année au cadre qui est affecté au 4e RE sur une mission d'instruction. Ensuite, on recycle les cadres qui sont déjà au régiment, qui ont déjà 1 an, 2 ans d'expérience au régiment. On leur propose un recyclage. Pareil, on s'assure que nos techniques, elles sont bonnes, voilà. On prend des conseils, on regarde ce qui se fait autour. Mais comme je vous le disais, la pédagogie, c'est aussi une vraie force culturelle, culturellement ancrée dans l'armée française. Voilà. Il y a un TTA qui décrit la façon dont doivent être dispensées les séances d'instruction, etc. etc. Là où on fait un travail, c'est sur l'enseignement du français. Voilà. Là, actuellement, en lien avec un docteur en sciences du langage, on essaye de voir comment on peut améliorer la façon dont on dispense l'enseignement du français, de comment on valorise cet enseignement du français. Ça fait partie d'ailleurs des cours qui sont abordés pendant le module pédagogie. C'est pas simple de dispenser un cours de français, surtout quand vous-même vous n'êtes pas français d'origine ou pas francophone. Donc ce qu'on fait, c'est on s'amuse, on leur dit vous vous souvenez pas forcément comment vous étiez quand vous étiez jeune légionnaire, le choc que ça a été pour vous, et ben on va vous replonger là-dedans, la Madeleine de Proust. Donc on prend un instructeur, un adjudant népalais, souvent là, et pendant 1 heure, 1 heure et demie, il va leur faire un cours en népalais.
Donc le Brésilien, le Français, quelle que soit la nationalité de l'instructeur, se retrouve face à un Népalais qui va lui parler pendant 1h30 en népalais. Mais les techniques pédagogiques que cet adjudant népalais va déployer, alors même qu'il leur parle en népalais, font qu'à l'issue de l'heure et demie de cours, eh bien, les cadres ont appris des rudiments de népalais. Et donc, une fois que la démonstration est terminée, on dit voilà, vous n'avez rien compris au début, mais vous voyez, les attitudes pédagogiques mises en œuvre par l'instructeur en appui de son cours ont fait que, naturellement, parce que c'est le langage des signes, le langage de l'attitude physique et un langage commun, eh bien, vous avez appris des mots rudimentaires de népalais. Et ben, c'est comme ça que vous devez dispenser vos cours de français. Et ensuite, on détaille ces techniques, etc. Voilà. C'est au cœur de ce qu'on dispense dans ces modules. Il y a un truc qui est peut-être encore plus important que la pédagogie. Ici, c'est aussi la discipline. Vous en avez parlé. Comment on apprend la discipline à un jeune légionnaire qui arrive ici? Surtout quand il vient d'une culture peut-être qui est très différente. On lui présente les règles et puis on les lui fait appliquer. Alors on ne lui demande pas le premier jour de s'emparer d'une position tenue par un binôme de combat. Premier jour, on va lui dire voilà, ta tenue, c'est ça. Faire son lit au carré, c'est ça. Et tous les matins, tu devras passer un coup de balai dans ta chambre et tu devras faire ton lit au carré. Ton armoire, tes slips, tes chaussettes, tes t-shirts, ils devront être rangés de telle façon. Ta chemisette, la chemisette de l'uniforme, eh bien tu vas apprendre à lui faire les plis. Parce que de la même façon qu'on forme un légionnaire, on doit faire parfaitement les plis de la chemisette. Au 4e RE, en fait, on apprend à faire les plis de la chemisette. Quand vous prenez une chemisette qui n'a pas de plis, pour pouvoir faire les beaux plis qui rendent cette chemisette, qui lui donnent de l'allure, donc il y a des distances extrêmement bien décrites dans tout un tas de règlements. Une chemisette sur laquelle il y a un faux pli, vous pouvez l'acheter. Un légionnaire sur lequel il y a un faux pli, je ne vais pas dire que vous pouvez le jeter, mais il va être difficile de revenir sur le faux pli et de le corriger. Voilà. Donc ici, on apprend à faire les plis de la chemisette. Ici, on apprend aux légionnaires la rigueur du respect du règlement, de l'exécution, de la discipline, les plis de la chemisette. Et une fois que le légionnaire il a des beaux plis de chemisette, une fois que les plis sont bien faits sur le légionnaire, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, ça se passera bien. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vraiment surprenant, parfois même choquant, le fait de travailler avec des légionnaires en tant que journaliste, en tant que photographe, c'est de voir à quel point les gens sont obéissants, respectueux, réagissent du tac au tac directement à ça. Enfin, on voit que c'est pas juste un métier qu'ils occupent, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que vous préparez aussi les gens à l'après? C'est-à-dire quand ils vont quitter l'institution, qu'ils auront leur nationalité ou pas, pour qu'ils puissent trouver un emploi, qu'ils peuvent même, pourquoi pas, monter une entreprise. On a eu dans le podcast le cas de Jess Plater, dans le tout premier épisode du podcast, qui a monté une entreprise qui aujourd'hui est Terang MPSA, qui est une grosse boîte. Il a appris beaucoup de choses à la Légion. Est-ce que cet apprentissage, il se fait aussi dès le départ ici à Castelnaudary? Non, parce qu'en fait, toutes ces règles, cette discipline, les règles de la vie en collectivité, le respect de la parole donnée, le respect du supérieur, en fait, c'est des règles qui vous préparent à n'importe quel emploi dans la vie civile. Alors, est-ce que ce sont des valeurs qui se perdent dans la société actuelle? Je vous laisse en juger. Mais quand, après 5 ans de contrat à la Légion, vous demandez à être recruté dans une entreprise civile, très rapidement, ces valeurs, elles sont observées et le recruteur, il y attache de l'attention. J'ai un camarade qui habite dans la région, qui a une propriété viticole, et à qui on avait demandé de recruter un légionnaire ancien qui cherchait du boulot et qui cherchait à rester dans la Légion. Et bien sûr, qui se présente à telle heure, et puis à l'heure dite, il voit le légionnaire,
Et il dit, mais ok, très bien, ils échangent, etc. Il lui dit, mais vous venez d'où? Et il dit, je viens de tel endroit. Mais vous êtes venu comment? Je suis venu à pied. Et vous avez fait 25 km à pied? Bah oui, vous m'aviez donné rendez-vous à 7h30 ce matin, j'ai pas de véhicule, j'ai pas de permis de conduire, ou j'ai perdu mon permis de conduire, ou j'ai plus de véhicule, je sais plus quel était le détail. Voilà, je voulais être présent à l'heure dite, parce que moi ça fait partie des règles qu'on m'a apprises à la Légion. Et donc le gars s'était tapé 4 heures de marche le matin pour pouvoir se présenter à l'heure dite, rasé, propre sur lui, devant son futur employeur. Honnêtement, quand vous êtes employeur, que vous voyez un gars comme ça, vous pouvez que lui faire d'emblée confiance. Voilà. Donc ça c'est les règles qu'on apprend ici. Voilà. Après, on propose aux légionnaires, en fonction de l'ancienneté qu'il a passée à la Légion, des stages de reconversion dont la durée dépend du contrat, la durée du service réalisé, de l'ambition de l'intéressé. Voilà. Donc on ne laisse jamais un légionnaire quitter la Légion sans s'être assuré qu'il avait une idée précise de ce qu'il voulait faire, qu'on l'avait mis dans les dispositions pour lui permettre de réussir. Et puis il y a le réseau Légion qui fonctionnait aussi énormément. Donc voilà, en général, ça se passe plutôt bien pour eux. Et puis il y en a qui décident de rejoindre leur pays pour y monter leur... Hier, pareil, je vous parlais de cette remise képi blanche, je discutais avec un des chefs de groupe. Il avait fait une interruption de service de 10 ans. Il avait fait 2 premiers contrats à la Légion. Et puis il a décidé de quitter, retourner dans son pays, Lituanie. Il a monté un business, une entreprise, et puis qui s'est cassé la gueule, généreux, et il a fait d'emblée confiance à ses associés, etc. Et puis quand la situation économique est devenue un peu plus compliquée, les uns les autres se sont barrés avec une partie de la caisse, il s'est retrouvé le bec dans l'eau, et puis les seuls qui lui ont ouvert les portes, c'est la Légion. Donc il est revenu à la Légion. Mais il a gardé un super souvenir de cette expérience. Bon, là en l'occurrence, c'est un mauvais exemple parce que c'est une expérience professionnelle qu'a loupé. Mais oui, non, on laisse jamais partir un légionnaire sans s'être assuré qu'il va trouver quelque chose dans le civil. Il y a beaucoup de légionnaires qui ont une vie d'avant aussi, et qui ont une vie avant dans l'armée, pourquoi pas de leur pays parfois, ça arrive. C'était le cas notamment de Jess Splitter qui était dans l'armée britannique, qui ensuite arrive dans la Légion. Comment on gère en tant qu'instructeur ici quelqu'un qui a déjà un passif militaire, qui a déjà des connaissances, est-ce qu'on lui donne plus de marge de manœuvre qu'un autre pour pourquoi pas mentorer un petit peu ou pas du tout? Ici la règle c'est on ne juge pas un légionnaire sur ce qu'il a fait, on juge un légionnaire sur ce qu'il va démontrer à partir du moment où il a rejoint la Légion. Voilà. Donc forcément, celui qui a, on va dire, un temps de service, que ce soit dans l'armée française ou dans une armée étrangère, a priori, dans un certain nombre de domaines, rapidement, il va montrer ou on va observer certaines prédispositions ou certaines qualités. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va lui confier plus de responsabilités. Non. La règle ici, c'est vraiment tous les légionnaires sont égaux. Voilà. Vous pouvez avoir un master, un bac plus 15, être médecin, être ingénieur, avoir été caissier de supermarché ou général dans l'armée lituanienne ou lettonienne ou ce que vous voulez. Vous êtes avant tout un légionnaire et chaque légionnaire il est égaux. Il est égaux. Enfin, les légionnaires sont égaux en droit. Donc ça c'est vraiment une règle. C'est une règle. Après, celui qui possède déjà des compétences, eh bien on va les exploiter. Mais le légionnaire n'a pas forcément envie de mettre en avant ses services antérieurs. Moi j'ai un secrétaire, il était officier dans la marine russe. Je l'ai appris assez tardivement. Il est secrétaire. Et puis il est caporal-chef et il n'a pas envie d'être officier. Il n'a même pas forcément envie d'être sous-officier. Donc voilà. Mais il est certain que dans la formation initiale, certains vont survoler un certain nombre de choses parce qu'ils auront déjà acquis les bases. Hein. Ouais. Est-ce que on parlait dans un précédent épisode avec le colonel Prodhomme du 8e RPIMA d'escalier social au lieu de parler d'ascenseur social.
Est-ce que l'escalier social ici fonctionne différemment que dans d'autres régiments? Est-ce que dès le départ, dès les premiers mois, on peut déjà détecter des gens qui pourraient être sous-officiers, officiers? Ou est-ce que vraiment on attend la fin du cursus? Comment dire? On prend notre temps. Alors, à force, on a l'expérience de l'homme, hein. La patte humaine, on commence à la maîtriser. Ça n'empêche pas de se planter, hein. Plus souvent qu'on pense. Mais voilà, on regarde déjà comment l'intéressé, le jeune légionnaire, évolue pendant 4 mois en formation initiale. Ensuite, on le sort de l'environnement qui a été le sien pendant 4 mois, il rejoint un régiment des forces, et là, à nouveau, il doit refaire ses preuves pendant la FTS, qui dure 2 mois. Il est évalué par d'autres cadres. Ensuite, il va être affecté dans une compagnie, dans une section. Là, pareil, un nouvel environnement. Donc, il va être évalué par un chef d'équipe, un chef de groupe, un chef de section. Il va partir en opération, en mission. La mission est souvent un moment privilégié pour un chef pour observer la façon dont ses subordonnés réagissent. Une fois qu'il aura été évalué successivement par ces différents chefs, qu'ils auront eu la même appréciation de l'intéressé, forcément on va le mettre dans les conditions pour assez tôt revenir au 4e RE pour y faire son peloton de caporal. Et puis une fois qu'il aura fait ses preuves en tant que caporal, on va, pour les plus brillants d'entre eux, les envoyer à nouveau au 4e RE pour en faire des sous-officiers, des sergents. Et puis la Légion offre la possibilité à des jeunes légionnaires qui sont engagés à passer officier également au sein du régiment, hein, au sein de la Légion. Sans passer par l'EMIA? Sans passer par l'EMIA, bien sûr. Ouais. Moi, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 mois, j'avais dans le bureau d'à côté un commandant que j'avais connu jeune sergent-chef au 2e REI à Nîmes, qui s'était engagé comme jeune légionnaire et qui était commandant, qui était mon adjoint. Dans le bureau d'à côté, j'ai un commandant qui, pareil, a commencé comme jeune légionnaire, a fait toute sa carrière au REP, au GCP, il est aujourd'hui commandant. Dans le bureau d'en face, j'avais un capitaine qui avait commencé comme jeune légionnaire. Donc non, et ça, pour le jeune légionnaire, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant de se dire qu'il a autour de lui des exemples concrets de cadres, d'officiers, sous-officiers qui ont commencé, qui ont été à leur place il y a quelques années et qui sont aujourd'hui arrivés à des postes à responsabilité. Donc c'est extrêmement stimulant. Ouais. Est-ce que c'est plus rapide, j'allais dire facile, mais j'ai bien compris que non, mais est-ce que c'est plus rapide de devenir officier en partant de zéro dans la Légion ou dans un autre régiment de l'armée de terre? Je sais pas, je pense pas que ça soit beaucoup plus rapide. Un légionnaire, il peut, s'il le souhaite, passer les mêmes concours qui sont ouverts aux jeunes Français qui s'engagent dans l'armée française, hein. Le concours ODS, le concours de l'EMIA, et puis se retrouver. Et je vous donne un exemple. Moi, j'avais un jeune sergent, transmetteur à la compagnie, qui a préparé l'EMIA, qui l'a réussi, qui en est brillamment sorti, et qui est maintenant chef de section dans un régiment de transmission, mais il est officier à titre français. Donc je pense pas que ça soit plus difficile. Ce qui est certain, c'est que nous, les légionnaires s'engagent plus tard, hein, la moyenne d'âge c'est 23-24 ans. À 23-24 ans, vous avez déjà vécu, vous avez déjà un peu d'expérience, il y a des erreurs que vous ne commettez plus. Donc on a des gens qui sont un peu plus matures, et donc en général, ils se trompent moins sur leur motivation à devenir officier, et les chefs prennent moins de risques à les mettre dans les conditions d'accéder à l'épaulette, au corps des officiers, peut-être que dans le régime général, mais je ne suis pas convaincu en vous disant que c'est bien le cas. Pour être officier Légion, il faut être français ou pas? Il faut avoir la nationalité française déjà? Alors, à la Légion, vous avez des officiers français qui servent à la Légion étrangère, qui ne sont pas des légionnaires, hein. Moi, j'en suis un exemple. C'est plutôt d'ailleurs la grande majorité, hein. Mais dans les statuts de la Légion, il est prévu qu'au moins 10% des officiers qui servent à la Légion soient des officiers qui ont commencé comme légionnaires. Voilà. Ensuite, ces officiers, ils ont vocation
à passer ou à titre français ou à rester à titre étranger. Voilà. Mais en fait, c'est une seule et même population. C'est la population des officiers servant la Légion. Il y a des statuts légèrement différents qui nous gèrent. Quand on est officier français à titre français, ben forcément on est géré par les mêmes organismes que ceux des armées. Hein. Quand on est officier à titre étranger, c'est le général commandant la Légion étrangère qui vous gère directement en lien avec la Légion. Mais c'est les mêmes missions, c'est le même salaire, c'est les mêmes missions, c'est les mêmes salaires, c'est le même uniforme, voilà. Et puis on forme un seul tout extrêmement cohérent, uni, soudé. Enfin, il n'y a pas de différence entre nous. Je vous dis, on fait les mêmes missions, on partage les mêmes doutes, les mêmes joies, les mêmes peines. Enfin, non, bien sûr, on est frères d'armes avant tout. Hein. Le reste, c'est des détails. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être plus que dans d'autres régiments, ce sentiment d'appartenance à un corps qui est celui de la Légion? La devise, c'est Legio Patria Nostra. On a l'impression, quand on entend certains légionnaires, qu'ils ont un attachement plus grand à la Légion qu'à la France, parfois. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez ici? En fait, ça rejoint un peu votre question sur le légionnaire demande-t-il systématiquement à obtenir la nationalité française. Le légionnaire il rejoint la Légion parce que la Légion lui offre une chance. Alors, pour moi, officier français, c'est la France qui autorise, parce que la Légion étrangère appartient à la France, c'est la France qui autorise, in fine, aux légionnaires de s'engager à la Légion étrangère. Et pour le légionnaire, cette dimension, elle est très lointaine. Pour le légionnaire, il rejoint la Légion étrangère. La Légion étrangère, aujourd'hui, elle sert la France. La France peut devenir son pays d'adoption, mais avant tout, c'est la Légion étrangère qui l'accueille. C'est au sein de la Légion étrangère qui va se faire des frères d'armes, parce que c'est au sein de la Légion étrangère qu'il retrouve des gens qui lui ressemblent, qui ont fait la même démarche que lui. C'est avec eux qu'il va partir en opération. C'est avec eux qu'il va perdre des camarades. C'est avec eux qu'il va remporter des succès. Voilà. Donc, la France est une dimension un peu plus lointaine. Il y a parmi ces légionnaires, en effet, le souhait de rendre à la France, qui leur a donné cette opportunité en s'engageant à la Légion étrangère de devenir ce qu'ils sont devenus. Il y a, pour certains d'entre eux, un aboutissement à demander et à obtenir la nationalité française. Voilà. Il y en a beaucoup qui se réalisent comme ça. Mais ce n'est pas une généralité, ce n'est pas une règle. Voilà. Et il y a des légionnaires un Bulgare qui s'engage à la Légion, il va servir la Légion à fond. À travers la Légion, il sert la France, mais lui, il sert la Légion étrangère. Mais il reste bulgare et il n'a aucun souhait particulier de devenir français. Non, il reste bulgare et puis une fois qu'il aura fait son contrat, son service, son temps à la Légion, il retournera en Bulgarie. Voilà. C'est intéressant. Dans l'histoire, je crois qu'il y a un épisode, je crois que c'était après la Deuxième Guerre mondiale, où des légionnaires se sont retrouvés face à d'autres légionnaires au moment de l'appel pour la France libre. Parce que le régiment à ce moment-là, la compagnie, ou je ne sais plus quel était le niveau d'unité, avait dit ok, on va devoir se battre contre des soldats français et d'autres légionnaires. Ouais. On a eu des Français qui se sont retrouvés face à d'autres Français. Hein. C'était une période extrêmement douloureuse. Oui. À la Légion, il y a quelque chose qui est très important, qui est la fête de Noël. Oui. Et c'est en lien avec ça, parce que d'après ce que j'ai compris, un légionnaire qui quitte tout, quitte sa famille, donc sa famille maintenant c'est la Légion, et Noël c'est une fête de famille, et donc tout le monde est obligé de rester ensemble pour Noël. Oui. Noël, c'est qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant, ça symbolise la fête de la famille, hein. Qu'on se retrouve autour de la crèche, autour du sapin, c'est la dimension familiale qui est la dimension principale. Et donc comme le légionnaire en effet soit il a plus de famille, soit il a quitté sa famille, on se doit
parce que la Légion est une grande famille, de fêter cette fête tous ensemble. Et les légionnaires ne comprendraient pas que celui qui est marié, qu'il soit officier, qu'il soit sous-officier, aille passer Noël dans une autre famille que celle de la Légion. Donc c'est une règle qui est acceptée par tous, et puis honnêtement qui n'est pas une règle bien compliquée à accepter, parce que oui, certes, quand on a pris l'habitude avant de rejoindre la Légion de fêter Noël avec son épouse et avec ses enfants, la passer avec la Légion peut sembler une aberration sociétale. En réalité, mon épouse et mes enfants comprennent très bien que servant à la Légion, le 24 au soir, je fête Noël avec les légionnaires parce qu'on le leur doit, c'est la fraternité d'armes qui prime. Et puis le lendemain, le 25, c'est avec mon épouse, avec mes enfants, et ça se passe très bien. Mais c'est important, si vous voulez, on peut parler de cohésion, on peut parler d'aller au combat ensemble si dans des choses extrêmement concrètes, on ne témoigne pas de cet esprit de solidarité, cet esprit de cohésion, de cet esprit de famille qui existe à la Légion, à mon avis, ça laisse quelques failles. Mais quelque part, c'est une forme d'apprentissage aussi. Pour apprendre la cohésion, c'est un moment important. Bien sûr, et puis ça apprend la disponibilité. Et puis quand vous passez légionnaire avec eux, quand vous passez des moments extraordinaires, ce brassage culturel, ce brassage... vous passez des moments inoubliables, des moments de camaraderie extrêmement fortes. Ouais, vraiment. J'imagine que ça doit être très enrichissant aussi culturellement et intellectuellement, d'avoir autour de soi autant de cultures différentes, autant d'histoires différentes. Dans le recrutement de la Légion étrangère, c'est un peu une partie de l'histoire française aussi. À une certaine époque, il y a eu plus d'Europe de l'Est, de gens d'Europe de l'Est qui venaient, parfois plus de gens de l'Amérique latine. Qu'est-ce que vous pensez de ça et comment vous le vivez ? Bon, en fait, ça a toujours été. C'est comment dire ? Aux origines de la Légion, ce qui avait été retenu, c'était l'idée, justement pour dépasser la barrière de la langue, ça avait été de créer des entités linguistiquement homogènes. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était ingérable. Et donc, on est passé à une gestion très différente, qui était le français et la langue, et la seule langue parlée à la Légion. Ce qui permet de brasser, de mixer l'ensemble des nationalités, des cultures, des origines, des expériences, et ce qui a vraiment donné une force extrêmement particulière. Après, au fur et à mesure de l'histoire, forcément, il y a des influences plus ou moins fortes. Il y a un moment où on parlait plus allemand à la Légion que français. Aujourd'hui, parce que l'enseignement du français repose sur un pourcentage minimum de francophones, la Légion est extrêmement attentive à s'assurer qu'au moins 15 à 20% des légionnaires qui s'engagent sont des légionnaires d'origine francophone. Parce que voilà, le succès et la cohérence de la Légion reposent sur ce principe-là. Et puis, on s'assure en permanence que ne vont pas se regrouper dans un régiment, dans une compagnie, dans une section, des groupes homogènement, composés de façon homogène par une ou deux nationalités. Et donc ça, c'est la responsabilité du commandement de la Légion étrangère, d'ouvrir ou de refermer les vannes de certaines nationalités, de les répartir de façon homogène dans les régiments, et dans les régiments, c'est au chef de corps de s'assurer que on ne va pas avoir 50% de Brésiliens dans telle compagnie et 40% de gens venant des pays de l'Est dans telle autre compagnie. Voilà. On brasse en permanence. Et ça se passe extrêmement bien. Voilà. Et puis après, l'apport culturel, chez nous, en fait, on n'y fait même plus attention, c'est au quotidien, c'est dans nos gènes. C'est ce qui fait aussi, je pense, en grande partie notre force, c'est certain. En opération, c'est prodigieux. Ouais. Ouais, c'est clair. Parlons un peu de la partie
épreuves sportives et apprentissage de la condition physique que doit avoir un légionnaire. Alors, les légionnaires font les mêmes missions que tous les soldats de l'armée de terre. Il n'y a pas des unités d'élite, sauf quand les gens sont chez les GCP au 2e REP par exemple, où on bascule dans des unités un peu spéciales. Comment ça se passe, la pratique sportive ici? Alors, comme je vous l'ai dit au début, le niveau il est très hétérogène. Donc, en centre de sélection et d'incorporation à Aubagne, on leur fait passer des tests sportifs pour s'assurer que le gars a quand même un fond de sac minimum pour pouvoir s'engager. On leur fait faire un peu de sport pendant les 10-15 jours qui sont à Aubagne. Quand on arrive ici, on leur fait passer des tests initiaux. On regarde combien ils font sur la piste en courant 2400 mètres. Est-ce qu'ils savent nager? Si oui, combien? Le minimum, c'est 100 mètres. On se rend compte que beaucoup, 5, 10, parfois 15% des jeunes légionnaires qu'on voit arriver d'Aubagne, ils ne savent pas nager. Vous les mettez dans une piscine, ils coulent. On leur fait monter des cordes, quelques tractions, et on leur fait faire des pompes. Ni plus ni moins que les CCPM, on les évalue là-dessus. Et ensuite, à partir de ces premiers résultats initiaux, on va essayer de les amener tous à un niveau seuil en CCPM, cordes, etc., en parcours d'obstacles et tout ça. Le non-nageur, on va faire un effort conséquent pour lui permettre au bout de 4 mois de savoir nager au moins 100 mètres, idéalement de pouvoir faire les CCPM natation, c'est-à-dire 15 mètres d'apnée et puis les 85 mètres restants à la brasse ou au crawl. Et ainsi de suite. Et en fait, les 4 mois de formation initiale sont consacrés également à ça, à cette préparation physique. Donc on y va de façon très progressive, on s'appuie aussi sur la marche, on s'appuie sur tout ça. Et à la fin, on évalue une nouvelle fois. Alors on l'évalue à mi-formation, on l'évalue à la fin. Ça nous permet à chaque fois de fixer des contrats d'objectifs. Et à la fin, on évalue la condition finale obtenue. Si le légionnaire a obtenu les niveaux seuil, on l'estime, on le juge apte à rejoindre les régiments des forces. S'il n'a pas atteint le niveau seuil, il reste ici un peu plus longtemps, on lui fixe un nouveau contrat d'objectif. Si là il n'atteint pas à nouveau ce contrat d'objectif, là on peut prendre la décision de le renvoyer à la vie civile parce qu'on estime qu'il n'a pas la volonté ou il n'a pas la condition physique pour y arriver. Voilà. D'accord. Ça arrive de façon assez rare. Mais c'est pas éliminatoire en cours de route en gros? En cours de route, non, c'est jamais éliminatoire. Mais on a un œil très particulier. Enfin, on a un œil particulier là-dessus. Donc, les contrats d'objectifs, le fait de faire des séances progressives par groupe de niveau nous permet d'amener tout le monde au niveau seuil et permet également à ceux qui avaient déjà un fond de sac un peu plus important que les autres de continuer à progresser. L'idée, c'est que c'est pas d'arriver à un niveau moyen, c'est d'amener tout le monde au niveau seuil et de permettre à ceux qui sont déjà bons de pouvoir continuer à progresser, parce que ensuite ces gens-là, quand ils vont rejoindre les régiments des forces, vous parliez du gars qui est fan à REP, s'il arrive au REP en faisant déjà péter les chronos au PO, en nageant bien, etc., forcément, en arrivant là-bas, il va être remarqué plus rapidement que s'il avait une condition physique moyenne, quoi. Voilà. Donc il faut qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer complètement. Ouais. D'accord. Pour terminer cet entretien, quel est le conseil que vous donneriez à un jeune légionnaire qui va s'engager, qui a fait un peu cette démarche de vouloir s'engager et qui va arriver ici? Qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais la même chose que ce que je dis aux jeunes que je vois à chaque fois qu'ils arrivent ici. Vous êtes venus ici librement, on n'est pas venu vous chercher. Donc vous repartez quand vous voulez. Ça, c'est la première des règles. Si vous êtes venus ici, c'est parce que vous êtes venus ici pour dépasser vos limites. Que ce soit des limites physiques, des limites morales, voire même des limites intellectuelles. Donc donnez-vous à fond pour justement dépasser ces limites, les découvrir et puis ensuite chercher à les dépasser. Je leur dirais que à partir du moment où vous avez rejoint la Légion,
que vous êtes en formation initiale, regardez ce qui se passe, écoutez, répétez les gestes qu'on vous demande de répéter, et puis tout se passera bien. Honnêtement, c'est pas plus compliqué que ça. Non, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis au fur et à mesure il n'y a aucune raison qui pousse un légionnaire qui s'engage à apprécier le légionnaire qui s'est engagé au même moment que lui. Quand vous êtes serbe, quand vous avez un légionnaire à côté de vous qui est croate, a priori, il n'y a rien qui vous pousse à l'apprécier, ce légionnaire. Vous ne connaissez pas, vous ne parlez pas la même langue, voire même vous avez des histoires, des cultures antagonistes. Il n'y a rien qui pousse un légionnaire à aimer un autre légionnaire. Mais quand vous le coupez de son environnement familial, sociétal, culturel, linguistique, que vous plongez en ferme, que vous l'amenez à vivre des moments qui sont exigeants, qui sont rigoureux, avec une discipline dure, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir vous en sortir, vous êtes obligé de faire appel aux camarades d'à côté. Quand vous passez la nuit dans un trou de combat par -5, si votre camarade il ne vous fait pas chauffer la ration, si il ne vous tend pas son quart de café, s'il ne vous tend pas sa cigarette, rapidement vous allez vous retrouver isolé. Donc on met les légionnaires dans les conditions de développer entre eux cette cohésion, et c'est cette cohésion qui va faire qu'ils vont ensemble surmonter la rigueur, l'exigence de la formation initiale. Et c'est ça que je dirais aux jeunes. Je dis, voilà, laisse-toi aller, fais confiance à tes cadres, développe avec tes camarades cette cohésion qui vont faire que d'individualité, vous allez devenir un collectif, et ce collectif va vous permettre de faire des choses que vous ne pensiez pas capable de réaliser, que vous n'auriez pas été capable de réaliser seul. Je vous disais, je suis à chaque fois surpris quand je reçois les jeunes légionnaires à leur descente du bus, quand je leur dis ces quelques mots, ils ne ressemblent pas à grand-chose, très sincèrement. Quand je les revois un mois après, qu'ils ont fait leur mois de ferme, leur premier mois de formation, qu'ils ont marché 60 km, lors de la cérémonie de remise des képis blancs, lorsqu'ils revêtent leur képi blanc de façon homogène, qui récitent le code d'honneur du légionnaire, que l'un d'entre eux sort des rangs et devant le chef de corps ou devant son représentant crie « Nous jurons de servir avec honneur et fidélité », honnêtement, il se dégage d'eux quelque chose de complètement différent de ce qu'il dégageait un mois auparavant. Donc il y a un vrai miracle qui se crée après ce mois de formation, ce mois de ferme, ce mois d'exigence et de rigueur qui se poursuit, ça ne se termine pas, ça ne s'arrête pas là. Mais ouais, il s'est passé quelque chose en un mois qui fait que d'engagés volontaires, ils deviennent des légionnaires. Voilà. Et je dirais à celui qui s'engage, va au bout, parce que tu vas vivre des moments extrêmement forts. Et le fait de faire confiance, qui est un super conseil, c'est vrai que l'armée est un peu l'école de ça, quoi, d'apprendre à faire confiance à ses supérieurs, aux gens qui sont aussi en dessous. C'est vrai que c'est intéressant. Alors, c'est pas qu'on ne le mesure pas, mais encore une fois, ça fait partie de notre ADN, mais on a reçu des Saint-Cyriens qui faisaient leur stage en corps de troupe, 3 mois, et donc ils sont passés, donc il y en a qui étaient au REP, au 2e REI, au 1er REG, un peu partout. Et ils sont venus ici et on en a profité pour débriefer leur stage en corps de troupe. Et je leur posais la question de savoir voilà, quels avaient été les moments marquants et quels étaient à leurs yeux ce qui faisait les spécificités de la Légion. Ils ne connaissent pas forcément ce qui se passe dans le régime général, donc c'est pas. Mais ils m'ont tous dit ce qui nous a marqué, c'est le fait. Alors ils étaient souvent chefs de groupe en compagnie d'engagés volontaires. Donc là, on fait la formation générale initiale. Ils me disent ce qui nous a marqué, c'est qu'en peu de temps, le cadre a su créer les conditions de la confiance, et le légionnaire, parce qu'il est sorti de son environnement, il est comme un poisson sorti de son bocal. Comment très rapidement le légionnaire va avoir une confiance totale dans son cadre. Et on dit ça c'est quelque chose qui nous a marqué de façon extrêmement forte. En quelques semaines, en quelques mois, le légionnaire, il est prêt à suivre son cadre n'importe où. Voilà. Et ça c'est en effet c'est quelque chose de très fort. Très fort qui se passe.
Merci pour cet Je vous en prie. échange. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.